Bonjour à tous. L'argent. Franchement, on y pense tous les jours, pas vrai? On travaille pour en gagner, on s'inquiète quand il en manque. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé ce que c'est? Et surtout, d'où ça vient? Suivez-moi bien, parce que la réponse, c'est peut-être le plus grand secret de notre économie moderne. Voilà la question au cœur de notre enquête aujourd'hui. Préparez-vous parce qu'on va déconstruire une des croyances les plus ancrées dans notre société. Et on va le faire en s'appuyant uniquement sur des faits, des documents officiels. Alors la première idée qu'on a tous en tête, c'est que l'argent qu'on a, que ce soit dans la poche ou sur un compte, ça représente une valeur bien réelle, quelque chose de tangible. C'est précisément cette illusion qu'on va commencer à décortiquer. Tout a changé en 1971, c'est une date clé. Avant ça, la valeur d'une monnaie comme le dollar était directement liée à une certaine quantité d'or physique. Mais le président Nixon, d'un seul coup, a décidé de couper ce lien. Et depuis ce jour-là, tout notre système monétaire mondial fonctionne sur un principe radicalement différent. En clair, l'argent qu'on utilise tous les jours, l'euro, le dollar, peu importe, n'est plus basé sur quelque chose de physique. Sa valeur ne repose que sur la confiance qu'on lui accorde tous ensemble et sur l'autorité de l'État qui dit « ce papier a de la valeur ». C'est ce qu'on appelle la monnaie fiat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Le vrai choc, il arrive maintenant. Accrochez-vous bien. Pendant des dizaines d'années, une idée complètement fausse sur la création de cet argent a circulé. Et puis en 2014, une source on ne peut plus officielle est venue mettre un grand coup de pied là-dedans, en confirmant une vérité que quasiment personne ne soupçonnait. On s'imagine tous que c'est la Banque Centrale Européenne ou le gouvernement qui imprime les billets, qui décide de la quantité d'argent qui doit circuler. C'est une image assez logique et même rassurante. Et pourtant, c'est complètement faux. L'immense, l'écrasante majorité de l'argent qu'on utilise n'est absolument pas créé par l'État. Voilà, la bombe est lâchée. Et ça, ce n'est pas une théorie du complot, C'est une citation directe tirée d'un rapport de la Banque d'Angleterre elle-même. La quasi-totalité de notre argent est créée non pas par une institution publique pour le bien commun, mais par des banques privées au moment même où elles accordent un crédit. Mais comment c'est possible? Pour comprendre, on va prendre l'exemple le plus simple et le plus parlant, un prêt immobilier. Et c'est là que, personnellement, j'ai vraiment pris une claque. Quand j'ai compris que l'argent de mon propre prêt immobilier n'était jamais venu de l'épargne d'un autre client. Le mécanisme est d'une simplicité absolument déconcertante. Quand une banque accorde un prêt de 200 000 €, elle ne va pas piocher dans ses coffres. Non, elle crédite simplement le compte en tapant des chiffres sur un clavier. Ces 200 000 € n'existaient pas une seule seconde avant, ils ont été créés de toutes pièces, numériquement, à partir de rien, sur la simple base d'une promesse de remboursement. Et c'est là que ça devient complètement vertigineux. L'argent a été créé en une fraction de seconde, mais son remboursement, lui, ne se mesure pas en clics, il se mesure en temps de vie humaine. C'est là que se niche le déséquilibre le plus total. Le décalage est abyssal, il faut bien le comprendre. D'un côté, on a une création d'argent instantanée, immatérielle, qui ne coûte rien, et de l'autre, il y a un engagement à passer des années, des décennies de sa seule et unique vie à fournir un effort physique, un travail bien réel pour rembourser cette somme, plus les intérêts évidemment. 25 ans, c'est la durée moyenne d'un crédit immobilier, un quart de siècle de travail, de temps, de sueur, d'énergie, pour rembourser une somme qui, rappelons-le, n'existait tout simplement pas avant la signature du contrat. Je vais laisser cette phrase faire son chemin. Elle résume tout le paradoxe. Le système qui régit nos vies repose sur cet échange complètement fou, du temps de vie réelle contre une dette créée d'un simple claquement de doigts numérique. Après avoir compris ça, une seule question se pose. Quel est le coût réel de notre argent ? L'inflation, on en entend parler absolument partout, tout le temps. Mais et si on passait à côté de l'essentiel ? Et si ce n'était pas vraiment un accident, mais plutôt un mécanisme, un système bien rodé? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Le discours habituel, c'est que l'inflation, c'est une sorte de crise, une fatalité qui nous tombe dessus à cause de facteurs extérieurs. Mais le document qu'on analyse aujourd'hui, lui, il propose une vision radicalement différente. Et si en fait tout ça était parfaitement orchestré? Avant de plonger dans cette théorie alternative, repartons un instant de la version que tout le monde connaît, celle qu'on nous sert en boucle dans les médias. Voilà, ça c'est le narratif officiel. La hausse des prix, ce serait une sorte de malchance collective, un phénomène sur lequel, au fond, personne n'a vraiment de prise. C'est assez pratique comme explication, non? Parce que si c'est la faute de personne, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsable. Sauf que cette explication est loin, très loin d'être la seule.
Notre source la déconstruit pièce par pièce pour révéler une toute autre réalité. L'inflation ne serait pas un accident, ce serait un impôt. Et là, tout bascule. L'inflation n'est plus une fatalité, mais une politique. Une taxe invisible. Et ce qui est terrible avec cette taxe, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être votée, elle ne passe par aucun parlement, et comme on va le voir, elle ne frappe pas du tout le monde de la même manière. Pour bien comprendre le mécanisme de cet impôt déguisé, il faut faire un petit bond dans le passé et découvrir un concept économique qui date du XVIIIe siècle, mais qui est d'une actualité brûlante, l'effet Cantillon. L'idée de base est en fait assez simple, mais ses conséquences sont dévastatrices. Quand de l'argent est créé et injecté dans l'économie, il ne se répartit pas uniformément, pas du tout. Il arrive d'abord à un endroit bien précis, et ceux qui sont les premiers à le recevoir, ce sont les grands gagnants du système. Alors concrètement, ça se passe comment ? Imaginez une cascade. Tout en haut, les banques centrales créent de l'argent. Cet argent frais arrose en premier lieu les banques et les plus fortunés. Eux, avec cet argent, achètent des actifs, de l'immobilier, des actions, dont les prix se mettent à exploser. Ensuite, cet argent ruisselle très lentement vers le reste de la population. Mais le problème, c'est que quand il arrive enfin aux travailleurs sous forme de salaire, eh bien il est trop tard. Le coût de la vie, lui, a déjà grimpé en flèche, le pouvoir d'achat a littéralement fondu. On se retrouve donc avec deux mondes, deux réalités économiques parallèles. D'un côté, ceux qui sont proches de la source monétaire s'enrichissent, presque mécaniquement, en voyant la valeur de leurs actifs monter, et de l'autre, eh bien, ceux qui reçoivent l'argent en dernier voient leur pouvoir d'achat s'effondrer et ont de plus en plus de mal à vivre décemment. Et toute cette mécanique crée une situation que beaucoup de gens connaissent trop bien, cette impression de courir dans une roue de hamster, sans jamais avancer. C'est ce que la source appelle la rat race, un jeu qui serait en fait truqué d'avance. Voilà peut-être l'image la plus puissante pour résumer la situation. Pendant qu'on dort, la valeur de l'argent gagné en travaillant dur est rongée petit à petit. L'épargne est discrètement siphonnée nuit après nuit. C'est un véritable cercle vicieux. Les gens travaillent plus dur, mais l'argent qu'ils reçoivent a déjà perdu de sa valeur avant même d'arriver sur leur compte en banque. L'accès à la propriété devient un rêve de plus en plus lointain et l'épargne ne sert plus à rien face à la hausse des prix. On est comme piégé, condamné à courir toujours plus vite, juste pour rester sur place. Alors, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que le jeu est peut-être truqué et que cette taxe invisible pèse sur la vie de millions de gens, la question qui se pose, c'est on fait quoi ? Cette question, le document la laisse en suspens, mais elle est absolument essentielle. Parce que comprendre le mécanisme, c'est déjà la première étape pour refuser d'en être la victime. Bonjour et bienvenue. Face à un système économique qui peut paraître, disons, un peu fragile, il existe des solutions. Des solutions locales, super puissantes et franchement optimistes. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui ne demande pas de tout casser. Non, juste de regarder les choses un peu différemment. C'est un véritable hack de notre économie locale. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec cette question. C'est une idée qui change absolument tout. On a tellement l'habitude de tout compter en euros, mais si on se trompait, et si la ressource la plus précieuse, celle qu'on a tous en commun, c'était tout simplement notre temps? Et ça nous amène pile au cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est, au fond, la vraie richesse ? Pas celle qui monte et qui descend à la bourse, non. Celle qu'on possède déjà, en fait. Voilà le point de départ. Pensez-y. Savoir réparer un truc, donner un coup de main en maths, faire pousser des tomates, ou même juste prendre le temps d'écouter quelqu'un. Ces compétences, elles ont une valeur bien réelle. Que l'euro monte ou baisse, ça ne change rien. C'est ça, la véritable économie. L'économie humaine. D'accord. Mais alors, comment on fait pour activer toute cette richesse cachée ? C'est là qu'arrive le fameux hack. Une méthode pour, disons, court-circuiter un peu le système classique et créer de la valeur directement chez nous. Et ce hack, il a un nom. Les banques de temps, ou les SEL, les systèmes d'échange local. Le concept, qui a été beaucoup développé par un juriste du nom d'Edgar Kahn, est d'une simplicité mais géniale. L'idée, c'est de débancariser tout ça, de sortir du système financier pour revenir à la base, l'échange de services, de personne à personne. Et regardez comme c'est simple. Prenons un exemple. Disons, je suis bon en plomberie. J'aide ma voisine pendant 1 heure. Eh bien, je ne suis pas payé en euros. À la place, je gagne un crédit temps d'1 heure. Et plus tard, si j'ai envie d'apprendre la guitare, je peux utiliser ce crédit pour prendre 1 heure de cours avec un autre voisin musicien. C'est direct, simple, et il n'y a pas 1 euro qui a bougé.
Et maintenant, attention, on arrive à la règle qui change absolument tout, le principe de base de ce système. Et c'est ça qui le rend complètement révolutionnaire. Ce tableau, il est super parlant. D'un côté, le système qu'on connaît. Le marché décide qu'une heure de plomberie, ça vaut plus qu'une heure de garde d'enfant. De l'autre côté, dans la banque de temps, la balance est parfaite. Une heure, c'est une heure. Point final. Peu importe la tâche, le temps qu'on donne devient la seule et unique valeur. Et cette phrase résume tout. L'unité de valeur, ce n'est plus l'argent, c'est le temps de vie. C'est quand même super profond. Et d'un coup, toutes les compétences, qu'elles soient intellectuelles, manuelles, sociales, eh bien, elles se retrouvent au même niveau. La hiérarchie qu'on connaît, elle disparaît. Donc, le point à retenir, c'est vraiment ça. Ce n'est pas juste un petit système de trucs sympa. Non, c'est un véritable outil qui instaure une égalité sociale très forte à l'échelle d'un quartier, simplement en disant que le temps de chacun a exactement la même valeur. Bon, et alors concrètement, ça donne quoi une communauté qui se met à fonctionner comme ça? C'est quoi l'impact d'une économie qui peut tourner sans euros? C'est peut-être ça l'idée la plus folle et la plus puissante. La richesse d'un quartier, ce n'est pas le montant sur les comptes en banque, c'est la somme de tous les talents, de toutes les compétences et de la bonne volonté des gens qui y vivent. Une communauté peut littéralement être hyper riche et prospérer sans avoir besoin de faire circuler un seul centime. Et là, les bénéfices sont énormes. On a vu, ça crée l'égalité, ça valorise tout le monde. Mais ça va plus loin. Ça tisse des liens sociaux incroyables. On apprend à se connaître, on s'entraide, ça construit une communauté bien plus forte, plus soudée. Et donc beaucoup plus résiliente si jamais une crise économique pointe sonner. C'est un vrai cercle vertueux. En fin de compte, tout ça, ça nous ramène à une seule échelle, le local. C'est là, juste à côté de chez nous, que ce changement peut vraiment se produire. Finalement, le hack le plus dingue, il n'est pas technique, il est mental. C'est simplement le déclic, la prise de conscience que cette richesse, elle est déjà là, tout autour de nous. La solution, on n'a pas besoin de la chercher à l'autre bout du monde. Elle est dans nos rues, dans les talents de nos voisins. Et cette exploration nous laisse avec une question essentielle. Si on regarde autour de soi, mais pas avec des yeux de consommateur, plutôt avec des yeux de coopérateur, qu'est-ce qu'on découvre? C'est quoi l'incroyable richesse qui se cache dans notre propre quartier? La réponse pourrait bien être le début d'une économie complètement différente. Et si la solution à nos crises économiques, eh bien, si elle ne se trouvait pas dans de grandes décisions politiques lointaines, mais juste là, à côté de chez nous, aujourd'hui, on va plonger dans un concept fascinant, la sécession économique. C'est une idée un peu radicale, c'est vrai, qui propose de passer du global au local pour tout simplement reprendre le contrôle. Alors, cette citation, il faut vraiment s'arrêter dessus. C'est un changement total de perspective. Ça nous dit en fait que le vrai pouvoir, la vraie rébellion, ce n'est peut-être pas de contester, mais de construire. Créer ces fameuses boucles économiques fermées, eh bien, c'est exactement ça. C'est bâtir une alternative bien concrète depuis l'intérieur même du système. Et là, on pourrait se dire, bon, c'est une belle idée, mais c'est une utopie. Eh bien, et si on se disait que non, pas du tout, que ce modèle, il fonctionne déjà, et à une échelle impressionnante. Et ce, depuis 1934, presque un siècle. Allez, on va voir ça de plus près. Alors, pour ça, on prend la direction de la Suisse. Mais attention, pas pour le chocolat ou les montres, non. On y va pour découvrir un modèle économique absolument brillant, qui est né en plein cœur d'une crise majeure. L'histoire de cette banque, la banque Weir, c'est vraiment une leçon de résilience. Il faut s'imaginer la scène. On est en 1934, en pleine Grande Dépression. Des petites entreprises, des PME, manquent cruellement de liquidités de francs suisses. Alors, elles décident de créer leur propre système. Et aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, ce système non seulement existe toujours, mais il protège des milliers de membres des soubresauts des crises financières. C'est la preuve vivante que ces circuits locaux peuvent non seulement survivre, mais carrément prospérer face aux tempêtes mondiales. Mais alors, comment ont-elles fait concrètement? La clé, c'est le crédit mutuel. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. C'est un système où les membres d'un réseau s'accordent des crédits entre eux sans avoir besoin de la monnaie officielle. C'est un peu comme si une communauté décidait de créer sa propre monnaie. Une monnaie qui n'est pas basée sur l'or ou une décision de l'État, mais sur quelque chose de bien plus tangible, la confiance mutuelle et la valeur réelle des biens et des services qu'ils s'échangent. C'est une manière géniale de contourner complètement le système bancaire classique. Et attention, on ne parle pas d'un petit projet de quartier. Aujourd'hui, ce réseau WIR, c'est plus de 40 000 petites et moyennes entreprises suisses. Et chaque année, la valeur des échanges se compte en milliards. Tout ça, complètement en dehors du système financier traditionnel. L'échelle est, elle est tout simplement massive. D'accord, le modèle suisse est impressionnant, c'est clair.
Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut s'en inspirer à notre propre échelle? Comment est-ce qu'on ramène cette grande idée d'un modèle national à un plan concret pour notre propre quartier? En fait, créer une boucle sur le papier, c'est assez simple. Première étape, on identifie les compétences et les besoins juste autour de soi. Qui sait réparer un vélo? Qui a un potager avec des légumes en trop? Qui a besoin d'un coup de main en informatique? Deuxième étape, on connecte ces personnes. Facile. Troisième étape, on crée un moyen d'échange. Ça peut être du crédit mutuel comme en Suisse, mais aussi un système de points ou même basé sur le temps passé. Et l'objectif final, le plus important, c'est quoi? C'est de s'assurer que la valeur qui est créée, elle reste ici, elle circule au sein de la communauté pour l'enrichir au lieu de s'évaporer ailleurs. Et voilà, on touche au cœur du sujet, au cœur de cette fameuse sécession économique. L'idée, c'est de déclarer son indépendance. Pas d'un pays, non, mais d'un système financier global qui, on le voit bien, est de plus en plus fragile. Et c'est là que ce concept devient une véritable rébellion, mais une rébellion à notre portée. L'idée, c'est que chaque quartier peut devenir en quelque sorte sa propre banque. Et le but, ce n'est pas de tout casser, de détruire le système existant, non, c'est de construire une alternative tellement solide, tellement pertinente, qu'elle finit par rendre le vieux système, petit à petit, tout simplement superflu. Quand on met les deux modèles côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, un système qui crée de la dépendance. De l'autre, un chemin vers une véritable richesse communautaire. Et surtout, vers la résilience. Au final, la plus grande des rébellions économiques, elle ne commence pas avec un grand manifeste ou sur une barricade. Elle commence par une conversation toute simple, avec son voisin. Une question. De quoi as-tu besoin? Et voilà ce que moi je peux offrir. L'acte le plus subversif, le plus rebelle, ce n'est pas de vouloir casser les banques, c'est de s'organiser pour s'en passer. Parce que la véritable richesse, elle est peut-être déjà là, juste sous nos yeux, dans nos rues, chez nos voisins. Il suffit juste de commencer à la faire circuler.